Les rues étroites et crevassées d'Adjugunil bourdonnaient du chaos habituel, avec les vendeurs qui criaient, les générateurs qui ronronnaient et les conducteurs qui klaxonnaient de frustration. Mais dans un petit studio étouffant, niché derrière un portail rouillé, Amaka Uma sentait le monde s'arrêter. Elle revenait tout juste d'une longue journée de travail au manoir Bakar, où ses corvées étaient interminables et où sa présence était à peine remarquée. Au moment où elle ouvrit leur porte en bois grinçante, la vue de son jeune frère Muna effondré sur le sol la fit hurler. Son corps était recroquevillé sur lui-même, sa peau blême sous la lumière vacillante de l'ampoule, et sa chemise usée était trempée de sueur. Elle laissa tomber le sac plastique contenant les restes de riz gélifié et se précipita à ses côtés, le cœur battant à tout rompre. « Muna! Muna, réveille-toi » cria-t-elle en lui frappant les joues, les larmes lui brouillant déjà la vue. Le garçon s'agita faiblement, les lèvres sèches et le souffle court, et elle n'attendit pas une seconde de plus. Elle le tira, l'enveloppa dans un pagne et courut dehors, pieds nus, en criant à l'aide. Un voisin bienveillant lui prêta un ticket et, quelques minutes plus tard, ils étaient dans un tricycle branlant en direction de la clinique privée la plus proche. L'hôpital public l'avait déjà refusé trop souvent. La clinique sentait l'antiseptique et le désespoir. Amaka arpentait le couloir tandis qu'une infirmière s'occupait de Muna. Ses mains tremblaient tandis qu'elle serrait son téléphone, essayant de joindre quelqu'un qui pourrait l'aider, mais elle n'avait personne. Ses parents étaient morts dans un incendie 6 ans plus tôt, et son unique frère gisait inconscient dans une pièce où elle n'avait pas le droit d'entrer. Lorsque le médecin l'a finalement appelée, elle s'est précipitée à l'intérieur, s'attendant peut-être à un paludisme ou à un épuisement. Mais son visage était grave, ses yeux chargés d'une autre chose. « Il a besoin d'un traitement intensif », a-t-il dit. Votre frère souffre d'une malformation cardiaque rare, congénitale, aggravée par des années de tension non diagnostiquée. Sans intervention chirurgicale immédiate à l'étranger, il risque de ne pas vivre plus de quelques mois. Les jambes d'Amaka ont cédé. Elle se laissa glisser sur la chaise en plastique, les oreilles bourdonnantes. Le médecin poursuivit, le coût total, incluant le transport, l'hospitalisation et l'opération, s'élève à environ $250 000. Elle resta bouche bée. Ce chiffre n'avait aucun sens pour elle. Elle n'avait jamais vu $1000 de sa vie, et encore moins une telle somme. Elle travaillait 12 heures par jour, 6 jours par semaine, pour $25 000 par mois. Ses yeux se remplirent de larmes, son esprit explorant toutes les solutions possibles, mais aucune ne surgit. Elle remercia le médecin d'une voix tremblante, porta Muna dans un taxi de location avec seulement $5000 et rentra chez elle dans une obscurité qui lui semblait désormais éternelle. Tandis qu'elle berçait son frère cette nuit-là, le regardant siffler dans son sommeil, une terreur sourde s'insinua en elle. Elle allait le perdre si elle ne trouvait pas cet argent rapidement. Les jours suivants se transformèrent en un tourbillon d'appels sans réponse, de portes closes et de panique à vous retourner l'estomac. Amaka dormait à peine, oscillant entre ses corvées matinales au manoir Bakar et ses longues soirées à rédiger des courriels sur des téléphones empruntés. Sa vie était devenue un équilibre entre faire semblant d'aller bien devant ses employeurs et s'effondrer en privé. Pendant ses pauses, elle s'asseyait derrière le bureau d'une domestique et rédigeait des messages désespérés à l'intention d'ONG, d'associations caritatives pour la santé et même d'anciens camarades de lycée à qui elle n'avait pas parlé depuis des années. Elle a fait la queue pendant des heures pour rencontrer un philanthrope local dont on disait qu'il aidait les malades, mais la sécurité l'a refoulé. Elle a supplié un administrateur de l'église de l'aider, mais on lui a conseillé de prier plus fort. Le refus le plus douloureux est survenu lorsqu'elle a rendu visite à une cousine de Fesdac qui lui avait autrefois emprunté de l'argent. « Cette personne est passée devant moi », a dit la cousine, évitant le sien du regard. « D'ailleurs, pourquoi le gardes-tu à la maison toutes ces années ? Tu n'aurais pas dû t'en rendre compte ?» Ces mots la brûlaient profondément. Elle sortit sans un mot, luttant contre les larmes, serrant son téléphone comme une bouée de sauvetage. Quand la situation devint plus désespérée, elle envisagea de filmer une vidéo et de la publier en ligne. Les gens devenaient viraux chaque jour. Peut-être que quelqu'un, quelque part, aurait pitié d'elle. Mais l'idée d'afficher le visage de Muna sur les réseaux sociaux comme celui d'une mendiante la brisait. Elle a enregistré 5 versions et les a toutes supprimées. Elle a même envisagé de s'adresser à la presse. Peut-être qu'une histoire d'humanité toucherait les cœurs. Mais la peur de devenir un spectacle dans la société nigériane, où le jugement est omniprésent, l'a retenue. Lors de sa 7e nuit de recherche, elle a de nouveau fixé le papier sur lequel le médecin avait inscrit le prix, $250 000. Les zéros semblaient se moquer d'elle. Ce soir-là,
alors qu'elle faisait la vaisselle au manoir Becquet, elle entendit l'un des chefs bavarder sur la somme dépensée par Tari Becquet pour son nouveau yacht, plus de 4 millions de dollars. Une autre femme de chambre mentionna le bracelet en or qu'il avait acheté à un mannequin avec qui il avait eu une brève liaison. Les mains d'Amaka se figèrent sous l'eau. Un homme possédait une telle richesse au bout des doigts tandis que son frère était mourant. Alors que le savon glissait de sa paume, une étrange pensée surgit. Une fois qu'elle s'était rapidement éloignée, et si quelqu'un comme Tari pouvait l'aider? Mais non, se dit-elle. Les hommes riches n'aidaient pas les domestiques pauvres. Et s'ils le faisaient, cela avait toujours un prix. Pourtant, cette pensée la rongeait comme un rat dans les murs, lui murmurant que son corps était peut-être la seule chose qui lui restait à échanger. Tari Becquet se tenait sur le balcon ouvert de son bureau, un verre de whisky à la main, contemplant la silhouette des Legos. L'air était chargé d'une brise marine venue du lagon. Mais son esprit était ailleurs. Les affaires étaient florissantes, son entreprise venait de conclure un contrat de plusieurs milliards. Mais intérieurement, il ne ressentait rien. La vie était devenue un cycle d'aventures superficielles, de fêtes creuses et de distractions constantes. Il avait déjà été brûlé par une femme qui considérait son cœur comme un compte de plus dont il pouvait se défaire. Depuis, il jouait le jeu sans réfléchir. Il ne croyait pas à l'amour, seulement au pouvoir et au désir. Ce soir-là, alors qu'il retournait à son bureau, il entendit les pleurs d'étouffer par la porte légèrement entr'ouverte, à côté de la cuisine. La curiosité l'attira plus près. C'était Amaka, la servante silencieuse qu'il avait à peine remarquée. Elle était penchée sur le comptoir, parlant au téléphone en sanglots saccadés, le dos tourné. « S'il vous plaît, monsieur, je jure que je vous rembourserai à temps. Il est tout ce que j'ai. » « Il mourra, s'il vous plaît, » murmura-t-elle en s'essuyant les yeux avec sa manche. Tari ne bougea pas. Quelque chose dans sa façon de parler, le désespoir, le tremblement de sa voix, le retint. Il attendit qu'elle raccroche, puis retourna silencieusement à son bureau. Mais sa voix ne le quitta pas. Cette nuit-là, il a examiné son dossier professionnel et a découvert son nom complet. Son salaire était insignifiant. Son adresse se trouvait quelque part à Adjigingo. Une servante avec un frère mourant, marmonna-t-il en se versant un autre verre. Normalement, il aurait ignoré cette idée. La pauvreté ne le concernait pas. Mais quelque chose le rongeait. Peut-être était-ce l'ennui. Peut-être était-ce dû au fait qu'elle n'était pas venue lui demander de l'aide. Ou peut-être, au fond de lui, avait-il envie de ressentir quelque chose à nouveau. À minuit, il la fit appeler. Amaka arriva avec hésitation, son uniforme légèrement humide à cause des plats tardifs, le visage fatigué et las. « Avez-vous besoin de plus de ménage, monsieur » demanda-t-elle, debout près de la porte. Il lui fit signe de s'asseoir. Elle ne bougea pas. « J'ai entendu ton appel, » dit-il froidement. « Celui concernant l'opération. Tu as besoin de 250 000 $, c'est ça ?» Ses yeux s'écarquillèrent de panique. Elle se mit à bégayer. « Ah, je ne voulais pas que vous entendiez ça, monsieur. » Jamais, il leva la main. « Détends-toi. Je ne suis pas en colère. » En fait, il se pencha en avant, la voix mêlée de curiosité et de défi. « Je te donnerai l'argent. Jusqu'au dernier kobo. Mais je veux quelque chose en retour. » Son souffle s'arrêta. « Ta virginité, » dit-il sans détour. « Une nuit, 250 000 $. À prendre ou à laisser. » Un silence tonitruant régna dans la pièce, tandis que le poids de la proposition de Tari écrasait l'air. La gorge d'Amaka se serra, son cœur tambourinant contre sa poitrine tandis qu'elle fixait l'homme avec incrédulité. « Tu plaisantes » murmura-t-elle finalement, mais Tari ne sourit pas. Son expression resta calme, indéchiffrable. « J'ai l'air de plaisanter, Amaka » demanda-t-il en prenant une autre gorgée de whisky. Ses doigts agrippèrent le bord de la chaise tandis qu'elle tentait de se stabiliser. De toutes les issues qu'elle avait imaginées, celle-ci n'en était pas une. Elle avait entendu des rumeurs selon lesquelles des hommes riches utilisaient leur pouvoir pour manipuler des filles désespérées, mais jamais elle n'aurait imaginé se retrouver impliquée dans une telle histoire. « Pourquoi moi » demanda-t-elle doucement, la voix brisée. Tari haussa les épaules. « Parce que tu es désespérée. Et parce que je suis curieuse. Les vierges sont rares de nos jours. » Ces paroles me firent l'effet d'une gifle. Elle se leva, mais ses genoux tremblaient. « Je ne suis pas une prostituée, »
dit-elle d'une voix basse mais ferme. Il hocha lentement la tête. Non, tu ne le es pas. Mais tu as besoin d'argent, et j'en ai. C'est une transaction simple. Elle sortit en trompe de la pièce sans un mot, luttant contre les larmes qui brouillaient son chemin dans le couloir. Cette nuit-là, elle ne dormit pas. Son corps gisait près du corps fragile de Muna, mais son esprit s'emballait comme une voiture au frein défaillant. Tous les arguments s'entrechoquaient. Sa dignité valait-elle plus que la vie de son frère? Parviendrait-elle à se regarder en face après ça? Était-ce vraiment différent de supplier? Si cela signifiait le sauver? Le soleil était déjà levé lorsqu'elle se leva, se lava le visage et enfila ses plus vieux vêtements. Elle se regarda dans le miroir, reconnaissant à peine la femme qui la fixait. Lorsqu'elle arriva à l'arrêt de bus, la décision avait déjà pris racine en elle. Elle rédigerait elle-même ses conditions. Elle le lui ferait signer. Et après, elle disparaissait. Amaka ne dormit pas pendant 2 nuits. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait Muna tousser du sang, sa vue s'assombrir, son corps s'affaiblir. Elle se vit debout sur sa tombe, pleine de regrets. L'idée de le perdre, lui, son unique famille, la rongeait jusqu'à en perdre le souffle. La 3e nuit, elle s'assit dans leur chambre avec un stylo, une règle et un morceau de papier qui avait autrefois appartenu au cahier d'école de Muna. Elle rédigea un contrat. Il était maladroit, rédigé en anglais simple, mais c'était le sien. Il stipulait que l'argent serait transféré avant l'acte, qu'il s'agirait d'une rencontre unique et qu'il n'en reparlerait plus jamais. Elle savait que c'était risible de vouloir se protéger de quelqu'un qui avait des avocats et du pouvoir, mais elle avait besoin de quelque chose, n'importe quoi, pour garder le contrôle. Ses mains tremblaient lorsqu'elle écrivit la dernière ligne, « Cette transaction est volontaire, et je le fais pour la vie de mon frère. » Elle la scella dans une enveloppe marron et la fixa pendant ce qui lui sembla une éternité, comme si vouloir la faire disparaître la ferait disparaître. Mais ce ne fut pas le cas. Il resta là, à se moquer d'elle. Le lendemain matin, elle revêtit ses vêtements les plus modestes, un chemisier bleu marine à manches longues et un peignoir noir qui lui couvrait les chevilles, et entra dans le manoir Becker comme si elle partait à la guerre. Son cœur battait fort lorsqu'elle frappa à la porte du bureau de Tari. Il ouvrit lui-même, visiblement surpris de la voir. Son expression passa de la curiosité à l'amusement lorsqu'elle lui tendit l'enveloppe, sans un mot. Il l'ouvrit, lut le contrat en haussant les sourcils, puis rit doucement. « Tu es venu préparer, dit-il. » Elle ne répondit pas. Son visage était dur, son dos droit, même si ses genoux la soutenaient à peine. « Alors, tu dis oui » demanda-t-il en rétrécissant la bouche. Elle hocha la tête. « Mais à mes conditions, dit-elle doucement. Ce n'est pas un jeu pour moi. Tu obtiens ce que tu veux. J'obtiens ce dont j'ai besoin. Après ce soir, je ne veux plus jamais te revoir en dehors de mes fonctions. » Tari la contourna, intrigué par le feu dans sa voix. « Je ne m'attendais pas à ce que tu reviennes, murmura-t-il. La plupart des gens auraient supplié, imploré, pleuré. » Amaka soutint son regard. « Je ne suis pas comme tout le monde. Donne-moi juste l'argent et finissons-en. » Il marqua une pause, puis fouilla dans son tiroir et déposa un chèque sur le bureau. « Le transfert sera immédiat. Ce soir 21h. Ne soyez pas en retard. » La suite d'invités, au 3e étage du manoir, était toujours restée fermée à clé, intacte depuis la mort de la mère de Tari. Ce soir-là, il la fit préparer. Drap blanc et propre, bougies parfumées, douce musique instrumentale bourdonnant des haut-parleurs au plafond. Amaka entra, le cœur battant, les mains moites. Elle s'était lavée 3 fois, s'était frottée jusqu'à en avoir la peau à vif. Elle se tenait sur le seuil, vêtue d'une simple robe, son foulard toujours noué sur la tête, les lèvres tremblantes. Tari était assise au bord du lit, vêtue d'une chemise et d'un pantalon noir. Pas de chaussures, pas de montre, juste lui. Ses yeux scrutaient son visage, pas son corps, et pendant un instant, il parut presque hésitant. « Tu peux encore partir, dit-il soudain. Elle déglutit difficilement. « J'en ai déjà payé le prix. Finissons-en. » Les mots ne lui semblaient pas être ceux qu'elle avait prononcés, mais elle les prononça quand même. Il se leva, marcha lentement vers elle, mais ne la toucha pas. « Tu n'as pas à avoir peur, dit-il doucement. Il ne s'agit pas de te faire du mal. » Elle leva les yeux vers lui d'un air sévère. « Alors pourquoi faire ça ?» Il marqua une pause.
parce que je pensais que ce serait simple. Mais tu n'es pas simple. Elle se détourna, les yeux brûlants. Éteins la lumière, murmura-t-elle. Ce qui se passa ensuite ne fut pas ce à quoi il s'attendait. Tari, qui avait toujours pris le contrôle, se surprit à avancer prudemment. Amaka, qui s'était préparée à la douleur et à l'humiliation, trouva son contact retenu, hésitant. Il n'y avait ni romantisme, ni tendresse. Juste un silence pesant et gêné entre des inconnus liés par quelque chose de laid. Il essaya d'être doux, mais elle resta figée, les yeux fixés au plafond. Après cela, elle ne pleura plus. Elle tira simplement le drap sur elle et fixa le mur. Tari était allongé à côté d'elle, son bras effleurant le sien, la respiration haletante. « Tu peux partir maintenant, dit-elle froidement en sortant du lit. C'est fini. Il lava sa robe, chaque mouvement le serrant de honte. Chaque première fois de sa vie, Tari Becker ressentait une sorte d'inconfort. Le frisson transactionnel qu'il avait imaginé ne se produisit jamais. Sa douleur persistait dans la pièce comme un parfum, tachant les murs. Elle sortit sans se retourner, sans prendre le chèque, car l'argent avait déjà été transféré. Et en fermant la porte, elle n'avait ni l'impression d'avoir gagné ni celle d'avoir perdu. Elle se sentait simplement vide. Le lendemain matin, le soleil se leva comme n'importe quel autre jour, mais rien ne semblait normal. Amaka faisait la vaisselle dans les quartiers du personnel comme toujours, mais les regards étaient différents. Le silence entre elle et les autres s'était épaissi. Ce n'était pas qu'il le savait, pas encore, mais quelque chose en elle avait changé. Peut-être était-ce dû à sa façon d'éviter de regarder qui que ce soit dans les yeux, ou à sa façon de frotter une seule assiette pendant 10 minutes comme si elle contenait tous ses péchés. Elle n'avait pas réussi à dormir la nuit précédente. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle sentait son souffle sur sa nuque, entendait sa voix, se rappelait le poids de sa décision qui pesait sur sa poitrine. Mais à la honte s'ajoutait une lueur de soulagement. L'argent avait été encaissé. Elle l'avait immédiatement transféré à l'hôpital. Nuna avait déjà été programmée pour l'opération. Le médecin lui avait promis qu'il serait téléporté dans la semaine. Pourtant, le soulagement n'apaisait en rien sa culpabilité. Elle marchait avec une douleur permanente à la poitrine. Non pas à cause de l'acte lui-même, mais parce que cela avait bouleversé quelque chose en elle qu'elle ne pouvait nommer. Tari, quant à elle, était partie à Dubaï pour un voyage d'affaires imprévu. Aucun message. Aucun suivi. Aucun accusé de réception. Comme si elle était une phase révolue. Et cela, étrangement, la blessait davantage. Ce n'était pas qu'elle recherchait son affection ou sa validation. Elle le méprisait pour ce qu'il lui avait fait accepter. Mais la froideur qui s'ensuivit la fit se sentir encore plus rejetée. De retour chez elle, Nuna ignorait le sacrifice consenti pour lui. Il souriait à nouveau, ses couleurs reprenaient. Tout excité à l'idée de voyager pour la première fois. « Je t'apporterai des cadeaux, ma sœur, lui dit-il en serrant sa taille fine. Elle le serra fort contre elle, la gorge en feu. Il ignorait tout ce qu'elle avait sacrifié pour le sauver. Et c'était peut-être une bonne chose. Mais la honte avait tendance à s'infiltrer dans le manoir, avec ses murmures, sa hiérarchie et ses oreilles perçantes. À la fin de la semaine, 2 des servantes avaient commencé à chuchoter dans son dos. Elle entendait son nom prononcé en yoruba, suivi de rire. Même le steward, qui avait autrefois flirté avec elle, évitait tout contact visuel. Quelque chose était en train de changer. Et le silence n'allait pas durer longtemps. Le changement dans le manoir fut subtil, mais mortel. Les gens ne la confrontaient pas directement, mais leurs regards racontaient des histoires. Un soir, elle entra dans la cuisine et trouva tout le monde soudain silencieux. La cuisinière, une femme rondelette nommée Tante Saad, la fixa longuement avant de siffler. Il y a des gens pour qui on prie, pour recueillir le corps mouillé des autres. Amaka ne dit rien. Elle continua à laver le riz, les mains tremblantes dans la bassine. Elle sentait leur regard parcourir sa peau comme des fourmis. Le jardinier cessa de la saluer. Les autres servantes s'arrêtèrent, l'incluant dans leur plaisanterie du déjeuner. Pas besoin d'être un génie pour le deviner. Quelqu'un avait deviné, et les ragots avaient fait le reste. C'était peut-être à cause de l'entrée tardive. Peut-être à cause du chèque qu'on avait vu dans le bureau de Tari. Peut-être à cause de la façon dont ses épaules s'étaient affaissées depuis cette nuit-là. Quoi qu'il en soit, le manoir ne ressemblait plus à un travail. On aurait dit un tribunal, et elle était en procès.
Mais le pire, ce n'était pas le personnel, c'était Muna. La veille de son vol, il s'assit à côté d'elle, inhabituellement silencieux. « Amaka » dit-il en la regardant attentivement. « Tu vas bien ?» Elle força un sourire. « Bien sûr. » Il fronça les sourcils. « Tu agis bizarrement. » Au manoir, chacun vous regarde différemment. Son cœur se serra. Elle voulait le lui dire. Elle avait envie de crier, de pleurer et de tout expliquer. Mais comment dire à un garçon de 14 ans qu'on a vendu son corps pour sa vie? Que le prix de sa seconde chance, c'était ta première fois. « Je suis juste fatiguée, » murmura-t-elle en lui brossant les cheveux. « Ce n'est rien. » Mais Muna n'était pas idiot. Il lui prit la main et la serra fort. « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais merci. » Elle cligna des yeux, stupéfaite. « Merci de t'être battue pour moi. » Et pour la première fois depuis des jours, Amaka se laissa aller à pleurer. Tari Bekir avait fréquenté des dizaines, voire des centaines de femmes. Des mannequins, des héritières, des actrices. Des femmes qui respiraient la confiance et le désir. Des femmes qui portaient le désir comme un parfum. Mais aucune d'elles ne l'avait hanté autant qu'Amaka. Dubaï était censé être une évasion. Réunion le matin. Soirée sur un yacht le soir. Des femmes attendant d'être cueillies comme des verres à vin. Mais tout ce qu'il voyait, c'était son visage. Sa façon de ne pas pleurer. Sa façon de ne pas supplier. Le silence dans ses yeux. Elle ne s'était pas accrochée à lui, n'avait pas cherché à lui soutirer davantage. Elle avait simplement donné ce qu'il demandait et était partie. Et cela le perturbait. Tari n'était pas habituée à ce que les femmes n'en veulent pas plus. Elles en voulaient toujours plus. Mais Amaka? Elle l'avait fait se sentir inférieure. Cela le troublait profondément. Au beau milieu d'une réunion avec des investisseurs, il se surprit à gribouiller son nom sur son bloc-notes. La nuit, au lit avec une influenceuse séduisante qui lui murmurait des mots doux en français, il ne cessait de voir le regard silencieux d'Amaka. Ce n'était pas de la luxure. C'était autre chose. Culpabilité? Fascination? Regret? Il l'ignorait. Mais il savait une chose, il voulait la revoir. De retour à Lagos, Tari espérait passer à autre chose. Peut-être la croiser dans le couloir. Lui faire un signe de tête en guise d'acquiescement. Il fit comme si de rien n'était. Mais ce qui l'accueillit était pire que toute tension silencieuse. Amaka l'évitait complètement. Elle ne servait plus dans la maison principale. Elle ne passait plus devant son bureau. Sa présence avait disparu comme un fantôme. Cela l'irrita plus que de raison. Au début, il demanda nonchalamment à sa tante, « Où est cette bonne, Amaka ?» Gozi lui lança un long regard suspicieux avant de répondre, « Elle est toujours là. Elle travaille tranquillement. » Comme toujours. Tari prétendit que ça ne le dérangeait pas. Mais si. Il commença à faire des demandes à la majordome qu'elle seule pouvait satisfaire. Sa lessive. Ses repas personnels. Du linge propre dans sa suite. À chaque fois, quelqu'un d'autre le lui apportait. Amaka ne se présentait jamais. C'était comme si elle avait disparu de son orbite. Et pour la première fois depuis des années, Tari se sentait ignoré. Pas par le monde. Mais par une femme dont le silence était plus criant que tout ce qu'il avait jamais entendu. Un soir, assis près de sa fenêtre, il sirotait du whisky et murmura son nom à personne. Amaka. L'écho résonna sur la vitre. Mais elle ne vint jamais. Les jours devinrent des semaines, et Tari se retrouva à observer de loin. Chaque fois qu'Amaka apparaissait dans le jardin pour arroser les plantes, il s'arrêtait en plein milieu de la conversation pour l'observer. Il remarqua qu'elle gardait la tête baissée, ne regardait personne et évitait les conversations comme si elles étaient porteuses de maladie. Il remarqua aussi que le personnel l'évitait désormais. Ce n'était pas seulement de l'indifférence. C'était du mépris. Quelque chose s'était répandu dans la maison, et il le voyait à la façon dont il la regardait. Amusement cruel. Dégoût. Insultes murmurées qui persistaient dans les couloirs. Il aurait voulu demander à quelqu'un ce qui avait été dit, comment cela avait commencé. Mais cela ne ferait que confirmer ce qu'il soupçonnait déjà. Les autres savaient. Ou du moins, c'est ce qu'il croyait. Et cela la transforma en scandale. Pour la première fois depuis longtemps,
Tari ressentit quelque chose qu'il laissait rarement entrer dans son cœur. Culpabilité. Il lui avait pris quelque chose de sacré, l'avait payé pour cela et l'avait laissé se noyer dans la honte. Elle n'avait pas demandé sa protection, mais une part de lui regrettait maintenant qu'elle ne l'ait pas fait. Pour apaiser sa conscience, ou peut-être simplement se rapprocher, Tari commença à formuler des demandes étranges. Il demanda à Amaka d'apporter elle-même son petit déjeuner et de venir à son bureau avec des rapports qui ne la concernaient pas. Les premières fois, elle envoya quelqu'un d'autre. La quatrième fois, elle revint, immobile près de la porte, telle une prisonnière attendant son jugement. « Pourquoi moi » demanda-t-elle sans le regarder. « Vous avez 100 personnes ici. Pourquoi continuer à m'appeler » Il ne répondit pas immédiatement. Il étudia son visage. Plus mince, plus renfermé. « Je voulais voir comment tu allais, dit-il finalement. Elle eut un sourire amer. « Tu me paies pour disparaître. » S'en ficher. Ces mots le touchèrent plus fort que prévu. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça, » murmura-t-il. Elle hocha lentement la tête. « Mais c'est le cas. » Puis elle se retourna et sortit. Ses pas résonnèrent dans sa poitrine comme un regret, et il fixa la porte longtemps après sa fermeture, se demandant comment lui, Tari Beke, l'intouchable, était devenu le méchant de sa propre histoire. Tout avait commencé par un murmure sur un blog à potins connu pour ses rumeurs non vérifiées et ses titres salaces. Un article intitulé « L'incroyable compagnon de lit du milliardaire » présentait des images floues d'une femme de chambre entrant dans la suite privée de Tari Beke tard dans la nuit, ainsi que des affirmations selon lesquelles un virement important avait été effectué sur son compte en moins de 24 heures. Les lecteurs n'ont pas eu de mal à comprendre. En quelques heures, l'histoire a fait un tabac. Les blogs les plus importants l'ont reprise. Les mèmes ont afflué. Les médias se sont empressés d'obtenir confirmation. Les gros titres ont fusé sur les plateformes numériques. 2,50 000 $ pour son innocence? Un milliardaire achète la virginité d'une domestique? Twitter s'est emballé. La photo d'Amaka était partout, prise sur sa page Facebook sans son consentement. Son visage, autrefois anonyme, est devenu le visage du désespoir moderne. Et le public? Impitoyable. Certains se moquaient d'elle. D'autres la qualifièrent de courageuse. Quelques femmes défendirent son choix. Mais beaucoup la traînèrent, la qualifiant de honteuse. L'histoire n'a pas tardé à arriver au manoir Beke. Les téléphones du personnel ont sonné. Les écrans se sont illuminés avec l'image d'Amaka. Les murmures se transformèrent en insultes. Amaka comprit que quelque chose n'allait pas dès qu'elle entra dans la cuisine, et le silence se fit dans la pièce. Les regards se tournèrent. Des rires éclatèrent. Quelqu'un murmura, « Un Chao ne figurera pas sur la liste Forbes. » Son corps se figea. Elle recula discrètement et courut vers le petit débarras où elle avait plié des serviettes. Elle pleura pendant des heures. Son téléphone était inondé de messages d'inconnus, de membres de l'église et même de son ancien directeur d'école. Ils voulaient tous savoir si c'était vrai. Elle ne répondit à aucune d'elles. Plus tard dans la soirée, elle fut convoquée par le régisseur. « Tu dois y aller, dit-il sans détour. Madame Gauzy essaie de vous protéger. Mais c'est trop important. Le nom de Beke est en jeu. » « Je n'ai rien fait de mal, » murmura-t-elle. « Les gens pensent que c'est toi qui l'as fait. » « Ça suffit. » Amaka rangea ses affaires en silence. En franchissant la porte du personnel, la tête baissée, elle passa devant le manoir où elle avait lavé les toilettes, frotté les sols en marbre et échangé sa dignité contre la vie de son frère. Cette fois, elle était plus sale qu'avant. L'abri n'était pas aussi insalubre que la rue, mais ce n'était pas non plus une maison. Les lits superposés grinçaient. L'air empestait le pain rassis et le désinfectant. Amaka se blottit dans un coin de son matelas, les bras autour de ses genoux, tandis que le bruit des pleurs des bébés et de la toux des femmes l'entourait. Son téléphone avait cessé de sonner, mais les commentaires en ligne, eux, persistaient. Quelqu'un avait créé un compte parodique pour se moquer d'elle. Une autre a posté une vidéo éditée d'elle entrant dans le manoir, au son d'une musique de cirque. Sa dignité avait été sapée par les clics et les retweets. Muna était déjà partie pour son opération, il était sain et sauf. Mais elle ne supportait pas de lui parler. Pas encore. Pas alors que le monde entier l'avait transformé en sujet de plaisanterie. Elle avait cru pouvoir vivre avec ce qu'elle avait fait.
Que le prix à payer pour sauver son frère valait la peine d'avoir honte. Mais ça? Ce n'était pas de la honte. C'était une diffamation. Elle ne pouvait pas postuler à de nouveaux emplois. Elle ne pouvait même pas aller au marché sans être montrée du doigt ou chuchotée. Son corps était guéri, mais son esprit était en train de s'effondrer. Pendant ce temps, Tari était en colère. Il a licencié 3 consultants en relations publiques en une seule journée. Il a exigé de savoir qui avait divulgué l'information. Il a ordonné à son équipe informatique de surveiller chaque système bancaire, chaque message du personnel et chaque rumeur. Mais le mal était déjà fait. Les membres du conseil d'administration de Bacar Holdings voulaient des réponses. Les clients les appelaient avec inquiétude. Et Gauzy, sa tante, ne l'épargnait pas non plus. « Tu lui as fait ça », dit-elle un soir, la voix tremblante. « Tu l'as fait payer 2 fois. Une fois avec son corps, maintenant avec sa réputation. »« Je n'ai rien divulgué », cria-t-il. « Mais c'est toi qui as commencé », répondit-elle. Ça la fait taire. Pour la première fois depuis des années, Tari ne savait plus quoi faire. Acheter son silence ne servirait à rien. Les menaces juridiques ne répareraient pas les dégâts. Et Amakamaka avait disparu. Il avait envoyé des fleurs. Aucune réponse. Il a envoyé un chauffeur. Elle a refusé. Alors il a fait la seule chose qu'il n'avait jamais faite pour une femme. Il s'est présenté sans y être invité. Devant un refuge pour femmes de Lagos, sur le continent. Debout, chemise noire usée, lunettes de soleil à la main, le milliardaire Tari Bacar attendait comme un pêcheur au confessionnal. Mais Amaka ne s'est pas manifesté. Tari Bacar s'était toujours cru immunisé contre la culpabilité. C'était une émotion qu'il avait chassée de son organisme le jour où sa mère était morte, le laissant seul face aux attentes de son père et à l'appétit sanguinaire de pouvoir de la société de Lagos. Mais le jour où il a vu le visage d'Amaka aux informations, son nom a fait le tour des réseaux sociaux et de la culture des mèmes. Quelque chose en lui s'est brisé. Pas seulement du regret, mais de la culpabilité. Écrasante, froide et constante. Sa photo, autrefois celle d'une femme de chambre silencieuse dans son couloir, était désormais légendée de phrases humiliantes et décortiquées dans les groupes WhatsApp auxquels il appartenait autrefois. Et ce n'était pas tout. Elle était devenue un symbole. La fille qui avait vendu sa fierté pour des dollars. Il lisait tous les articles. Il a regardé toutes les vidéos. Pour la première fois, il ne pouvait plus se cacher derrière la richesse ou des menaces judiciaires. Ce n'était pas une question d'affaires. Il s'agissait d'une femme qu'il avait payée, renvoyée, puis laissée se faire détruire par son silence. Et lorsqu'il l'avait finalement retrouvée jusqu'au refuge pour femmes, qu'il était resté dehors pendant 2 heures pour s'entendre dire par un garde qu'elle ne voulait pas le voir, il savait que cela ne s'arrêterait pas. De retour au manoir, Tari se tut. Le bruit de la maison, les appels professionnels, les obligations sans fin, tout cela lui semblait creux. Il a cessé d'aller aux fêtes, annulé les réunions du conseil d'administration et s'est mis à travailler dans une pièce privée de la maison, loin de toute personne susceptible de lui rappeler les dégâts qu'il avait causés. Il a commencé à faire des dons anonymes, l'un au refuge où Amaka séjournait, l'autre à une association d'aide juridique pour les femmes. Sa tante, Gauzy, le regardait avec un mélange de déception et d'espoir. Elle savait que son neveu était capable de cruauté, mais elle avait aussi aperçu le garçon qui s'asseyait aux pieds de sa mère et demandait pourquoi les gens souffraient. « Que vas-tu faire pour y remédier » demanda-t-elle finalement un matin. Tari ne répondit pas immédiatement. Il fixa simplement une photo d'Amaka dans le journal, la tête baissée, marchant dans un marché, tandis que des inconnus chuchotaient derrière elle. « Je ne sais pas » dit-il finalement à voix basse, « mais je ne peux pas laisser les choses comme ça. » Il a tenté à 3 reprises de lui rendre visite. À chaque fois, elle a refusé de parler. Et à chaque fois, il est reparti avec le sentiment d'être plus exposé que jamais. Mais pour la première fois, Tari ne cherchait pas la rédemption pour l'apparence. Il la cherchait pour elle. Le petit terminal d'arrivée de l'aéroport bourdonnait de retrouvailles, d'acclamations, de larmes et d'étreintes chaleureuses. Parmi eux se tenait Amaka, les bras croisés, vêtue d'une écharpe trop grande et d'un chemisier emprunté. Elle avait dû se donner à fond pour se montrer. Elle avait failli rester à l'écart, terrifiée à l'idée que Muna la regarde différemment après tout ça. Mais quand elle le vit franchir ce portail, plus grand, plus fort, rayonnant d'une énergie nouvelle, son cœur bondit dans sa gorge. Il lâcha sa petite valise et se jeta dans ses bras,
manquant de la renverser. « Amaka » cria-t-il. « Je suis de retour. » Elle le serra fort dans ses bras, ses larmes silencieuses mais interminables. Il avait tellement changé. Le garçon qui autrefois sifflait dans son sommeil parlait maintenant avec assurance, le teint plus lumineux, le sourire plus large. Le médecin dit, « Je vais très bien », dit-il avec un grand sourire, se reculant pour examiner son visage. « Mais vous avez l'air fatigué. »« Ça va ?» Elle hocha rapidement la tête, essuyant ses larmes. « Je suis tellement heureuse de te voir. » Mais derrière son sourire, mille peurs dansaient. Comment expliquerait-elle le scandale? L'apprendrait-il? La considérerait-il toujours comme son héroïne? Ce soir-là, dans le petit appartement où elle vivait désormais à Surulé, ils étaient assis en silence devant des bols d'égusi liquide et de riz. Muna joua avec sa cuillère avant de finalement demander, « Amaka, que s'est-il passé pendant mon absence ?» Sa main se figea en l'air. Il la regarda droit dans les yeux. Les gens parlaient, même les infirmières à l'étranger. Quelqu'un m'a montré quelque chose en ligne. Ils ont dit, elle a laissé tomber la cuillère. C'est vrai, murmura-t-elle. Mais pas comme il le disait. Et pendant l'heure qui suivit, elle lui raconta tout, chaque détail, du diagnostic au soir où elle avait accepté l'offre de Tari. Elle ne pleura pas. Elle n'adoucit pas la vérité. Quand elle eut fini, Muna resta assis, immobile, le visage indéchiffrable. Puis il s'approcha d'elle, la serra fort dans ses bras et dit, « Tu m'as sauvé la vie. Tu as renoncé à taper pour que je puisse respirer. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse. » Ses sanglots revinrent alors, forts et rauques. « Je ne suis pas courageuse. Je suis brisée. »« Alors laisse-moi t'aider à guérir, » murmura-t-il. Cette nuit-là, ils dormirent côte à côte sur le matelas, non plus seulement frères et sœurs, mais survivants d'une vie de guerre qui les avait frappés. Tari avait répété ses excuses tant de fois que les mots lui semblaient insignifiants, mais aucun ne semblait jamais assez bien. Alors, lorsqu'il se retrouva enfin devant le portail du nouvel appartement d'Amaka, il n'apporta rien d'autre que lui-même. Pas de fleurs. Pas de chauffeur. Pas de promesses en l'air. Juste Tari. Quand la porte s'ouvrit, c'est Muna qui répondit. Le garçon le regarda avec des yeux bien plus vieux que son âge. « Elle ne veut pas te voir, dit-il. » Tari hocha la tête. « Alors laisse-moi te parler d'abord. » Ils s'assirent dehors sur un banc, sans parler pendant un moment. Puis Muna dit qu'elle pleurait toutes les nuits. Elle a arrêté de manger. Elle avait honte, elle était humiliée, détestée. Tu sais ce que ça fait? Tari baissa les yeux. Non, répondit-il honnêtement. Mais je veux aider à arranger ça. Muna l'observa. Tu ne peux pas revenir en arrière. Mais peut-être pourras-tu faire en sorte que le monde la voie autrement. Et c'était tout ce dont Tari avait besoin. Quand Amaka sortit enfin, enveloppée dans son écharpe grise, elle ne dit rien. Il se leva. Je ne peux pas le défaire, commença-t-il. Mais je peux arranger les choses. Si tu me le permets. Elle le regarda, fatiguée et prudente. Que veux-tu dire? Il s'est approché. Laisse-moi te rendre ta voix. Publiquement. Laisse-moi utiliser le mien pour nettoyer le tien. Elle cligna des yeux. Tu veux faire une déclaration? Non, répondit-il. Je veux donner une conférence de presse. Je veux me tenir devant les caméras et avouer ce que j'ai fait. Chaque instant. Je veux qu'ils m'entendent dire que tu n'es pas une prostituée. Que c'est moi qui ai payé, qui ai dépassé les bornes, qui ai laissé le monde te démolir. Les yeux d'Amaka se plissèrent. Pourquoi maintenant? Parce que j'ai vu les dégâts, dit-il. Parce que j'ai vu les effets du silence. Elle secoua lentement la tête. Tu ne seras pas un héros, Tari. Pas après tout ça. Il hocha la tête solennellement. Je ne veux pas l'être. Je veux juste redevenir humain. Il y eut un silence entre eux. Finalement, murmura-t-elle. D'accord. Mais ce n'est pas du pardon. C'est une correction. Ça suffit, dit-il. Et pour la première fois depuis des semaines, elle le regarda sans ressentir de haine. Juste de l'épuisement. Et peut-être un peu d'espoir. Les médias étaient en effervescence à midi. Les journalistes ont envahi le lieu choisi par Tari Becker,
un jardin en plein air au siège de Becker Holdings. Il s'attendait à un lancement de produits ou à un remaniement du conseil d'administration. Pas le milliardaire le plus insaisissable du pays, debout à une tribune dans un simple cafetan bleu marine, sans aucun responsable des relations publiques en vue. Les caméras ont cliqué. Les journalistes se sont penchés en avant. Et puis, sans aide-mémoire ni rédacteur de discours, il a pris la parole. « Je m'appelle Tari Becker », commença-t-il d'une voix assurée. « Et je suis ici aujourd'hui pour confesser quelque chose que j'aurais dû admettre depuis longtemps. » Il marqua une pause, laissant le silence s'installer. « Il y a quelques mois, j'ai effectué une transaction légale, mais moralement répréhensible. J'ai proposé de l'argent à une jeune femme en échange de sa virginité. Une femme qui travaillait pour moi. Une femme qui a accepté cela uniquement pour sauver la vie de son frère mourant. Cette femme est une Makoma. » La foule en fut stupéfaite. Les téléphones ont sonné. Il a continué. Le monde l'a vilipendée. Je l'ai insultée, je me suis moqué d'elle. Mais en vérité, c'est moi qui ai acheté. J'étais le prédateur. Et elle, la protectrice. Sa voix se brisa. Elle a renoncé à sa fierté pour sauver son frère. J'ai renoncé à ma décence pour satisfaire ma curiosité. J'en ai honte. Une Maka se tenait au bord de la foule, cachée sous un foulard et des lunettes de soleil. Ses mains tremblaient. Tari continua. Je suis ici aujourd'hui pour dire qu'elle n'est pas celle que le monde a imaginée. Elle est courageuse. Elle est honorable. Et elle mérite des excuses, de ma part et de la vôtre à tous. Il s'est éloigné de la tribune, et un silence s'est installé. Puis des applaudissements. Puis les larmes. La vidéo est devenue virale en quelques heures. Les associations de défense des droits des femmes ont salué son courage. Les hommes le qualifiaient de faible, mais d'autres le qualifiaient de racheté. Et un Maka? Elle s'éloigna et s'assit seule à un arrêt de bus, bouleversée. Nuna la trouva là, la serra fort dans ses bras et murmura « Il l'a fait. Il l'a vraiment fait. » Elle s'essuya les yeux. « Ça n'efface pas ce qui s'est passé, dit-elle. Mais peut-être que cela marque le début de quelque chose de nouveau. » Cette nuit-là, elle dormit paisiblement pour la première fois depuis des mois. Parce qu'enfin, quelqu'un avait pris sa défense, non pas par obligation, mais par choix. La tempête médiatique était à peine retombée que Tari invita officiellement un Maka à rejoindre sa nouvelle fondation, l'initiative Muna, dédiée à l'aide médicale aux enfants défavorisés. Sa première réaction fut le silence, suivi d'un regard sceptique qui interrompit son discours bien rodé. « Il ne s'agit pas de charité, dit-elle, assise raide en face de lui dans le jardin de la maison de Gozi, son foulard noué autour de la tête. Je ne suis pas ta pénitence. » Il hocha lentement la tête. « Je sais. Mais c'est un vrai travail. Un vrai salaire. Et j'ai besoin de quelqu'un en qui j'ai confiance pour mener à bien cette vision. » Elle l'observa un long moment. Il aurait été plus facile qu'il lui ait menti, qu'il lui ait dit que c'était juste pour le travail. Mais la vulnérabilité dans sa voix la troublait. Pourtant, la perspective de faire bouger les choses, d'utiliser sa douleur pour quelque chose de significatif, a éveillé en elle quelque chose. Après des jours de réflexion, elle a accepté. Mais elle s'est fixé une règle. Ce travail est sans engagement. Je ne suis pas ta maîtresse. Je ne suis pas ta faute. Je travaille pour la cause, pas pour vous. Tari sourit humblement pour la première fois. Compris. Leur relation de travail débuta prudemment. Amaka arrivait tôt, organisait des réunions et l'évitait en dehors de ses fonctions officielles. Tari gardait ses distances, respectant les barrières qu'elle avait érigées. Mais dans ce bureau, un changement s'était amorcé. Amaka n'était plus seulement une figure de pitié. C'était une dirigeante compétente et intelligente. Elle a créé des programmes de sensibilisation, supervisé le respect du budget et travaillé tard le soir pour perfectionner leur première campagne nationale. Ses collègues l'admiraient. Même la presse, autrefois cruelle, a commencé à réécrire son discours. De victime à visionnaire, disait un titre. Mais Amaka ne souriait jamais. Elle n'avait pas encore pardonné au monde. Tari aussi changeait. Il écoutait davantage. Riait moins. Il ne répondait plus aux appels pendant les réunions et ne flirtait plus avec les secrétaires. Son image de milliardaire insaisissable s'était muée en celle de fondateur responsable.
Pourtant, dans les moments de calme où Amaka le croisait dans le couloir ou riait avec Muna dans la cour, une part de lui désirait, non pas son corps, mais une place dans son cœur. Mais elle ne lui a rien donné. Seulement du professionnalisme. Et même si c'était douloureux, il l'a accepté. Pour l'instant. Le premier projet de terrain de la fondation les a conduits à Hilarine, où ils devaient ouvrir une clinique mobile. Le voyage devait être simple, aller en avion, assister à la conférence de presse, puis revenir. Mais de fortes pluies ont retardé leur retour et ils ont été contraints de passer la nuit dans une modeste maison d'hôte réservée par un jeune employé. Une chambre avait une climatisation défectueuse, l'autre une serrure cassée. Il n'y avait que 2 chambres utilisables, dont une avec 2 lits. Amaka ne broncha pas, je dormirai près de la fenêtre. Ne rends pas les choses bizarres, dit-elle en retirant ses chaussures. Tari rit nerveusement en accrochant sa veste. Il n'en rêverait pas. Cette nuit-là, la pluie battait le toit et les lumières vacillaient. Amaka était assise en tailleur sur le lit, examinant le dossier médical d'un enfant, tandis que Tari se tenait près de la fenêtre, le regard perdu dans la tempête. « Tu sais, dit-il doucement, je croyais ne plus rien ressentir. » Elle ne répondit pas. Il s'est retourné. « Mais travailler avec toi, te voir consacrer ta vie à quelque chose de plus grand, m'a redonné confiance. En l'humain. Exprès. » Elle leva les yeux, le regard indéchiffrable. « Que veux-tu de moi, Tari ?» Il hésita. « Rien. Je voulais juste que tu saches. » Dans ce silence fragile, quelque chose a changé. Elle mit le rapport de côté. « Je rêvais de vengeance, dit-elle. Pas seulement contre toi, mais contre le monde entier. Tous ceux qui riaient. Tous ceux qui croyaient que je n'étais rien d'autre qu'un corps avec un prix. » Il hocha la tête solennellement. « Tu es tellement plus que ça. » Ses yeux brillaient. « Alors pourquoi a-t-il fallu que tu me détruises pour que tu le voies ?» Tari s'approcha lentement et s'agenouilla près de son lit, sans la toucher, juste assez près. « Parce que j'étais aveugle. Et égoïste. Et je regrette qu'il ait fallu souffrir pour ouvrir les yeux. » Elle tendit timidement la main et la posa sur son épaule. « Je ne suis pas prête à pardonner. Mais j'en ai assez de te haïr. » Il leva les yeux vers elle, plein d'espoir. C'était un début. Cette nuit-là, ils dormirent tous les deux profondément, non pas dans le même lit, non pas en amants, mais comme 2 êtres trouvant paix et complicité. La pluie continuait de tomber dehors, mais à l'intérieur de la pièce, la tempête commençait enfin à s'apaiser. Muna, désormais en meilleure santé, était devenu le plus fervent défenseur de la nouvelle vie d'Amaka. Il vivait pratiquement au bureau de la fondation, organisant des collectes de livres, aidant aux installations techniques et taquinant le personnel avec un charme que seul un adolescent pouvait se permettre. Mais derrière cette apparence enjouée, Muna avait un plan, et il impliquait de sortir Tari et Amaka de l'impasse. « Tu sais que tu l'aimes » murmura-t-il un soir à leur retour d'une visite sur le terrain. Amaka leva les yeux au ciel. « L'amour n'est pas un interrupteur, Muna. Il ne s'allume pas comme ça après tout. Il est déjà allumé, dit-il. Tu as juste peur de l'admettre. » Pendant ce temps, Muna commençait à tendre des pièges. Il organisait des réunions pour Tari et Amaka, puis disparaissait comme par hasard. Il les a inscrits à un cours d'art caritatif sans prévenir l'un ni l'autre de leur présence. Et lors d'une séance de peinture, alors qu'ils étaient assis côte à côte à dessiner un espoir abstrait sur une toile, Amaka a ri, d'un rire doux et sincère que Tari n'avait pas entendu depuis des mois. « Tu es nul en peinture » a-t-elle taquiné. « Peut-être, répondit-il. Mais j'apprends enfin à tracer des limites. » Chaque jour, une fois les frontières floues, Tari rapportait son zobo à son vendeur ambulant préféré. Amaka commença à lui envoyer des SMS de nouvelles parsemées de smiley. Ils commencèrent à marcher après le travail, parlant non pas de la fondation ni de leur passé, mais de livres, de rêves, de cicatrices d'enfance. Un soir, Muna simula un mal de tête pour qu'Amaka demande de l'aide à Tari pour le dîner. Elle a résisté. Mais finalement, elle a appelé. Il est venu. Et ils cuisinaient ensemble, maladroitement, mais ensemble. Amaka rit en renversant du poivre sur sa chemise. Il la regarda rire et murmura « Ce son m'avait manqué ». Elle marqua une pause, baissa les yeux. Moi aussi. Cette nuit-là, Muna les observait depuis un couloir, les bras croisés. « Tu me dois beaucoup » murmura-t-il.
Leur amour n'était pas déclaré. Pas encore. Mais c'était là. Dans les douces pauses, les sourires discrets, l'espace qu'ils se créaient lentement l'un pour l'autre, non par culpabilité ou par pitié, mais par choix. Et Muna savait qu'il avait commencé cette histoire malade et fragile. Mais maintenant, c'était lui qui les guérissait tous les deux. Ce fut un samedi tranquille où la boucle fut enfin bouclée. La fondation organisait une petite collecte de fonds sur le toit d'un modeste immeuble de Lekki. Le soleil couchant sur la gosse projetait des reflets dorés sur l'horizon. Amaka portait une simple robe en wax, les cheveux enveloppés d'un foulard coloré. Elle avait l'air majestueuse, mais sereine. Tari arriva vêtu d'une chemise blanche décontractée et d'un pantalon gris, ses airs habituels remplacés par une simplicité sereine. Muna avait organisé l'événement, mais restait le plus souvent en retrait. Il regarda avec un sourire entendu Tari offrir un verre à Amaka, qu'il accepta d'un hochement de tête, tandis que leurs mains s'effleuraient et s'attardaient. Après les discours et les dons, les invités partirent, laissant le toit presque vide. Amaka se tenait au bord, contemplant le coucher de soleil. Tari s'approcha lentement. « Je me disais, dit-il, qu'un jour, peut-être, nous pourrions raconter une histoire différente. Pas une histoire d'argent ou d'erreur, mais de croissance. » Elle ne répondit pas. Au lieu de cela, elle se tourna vers lui et lui demanda « Pourquoi moi, à l'époque ?» Il soupira « Parce que tu étais honnête et calme, et je pensais pouvoir contrôler ça. Mais j'avais tort. Tu m'as brisé, de la meilleure des manières. » Amaka s'approcha, le regard doux. « Et toi, tu m'as rappelé que même les personnes brisées peuvent changer. » Il tendit la main et la prit doucement. « Me pardonnes-tu » Elle ne répondit pas. Elle se pencha lentement et l'embrassa. Ni passionnément, ni désespérément, mais avec une certitude tranquille. Lorsqu'elle s'écarta, elle murmura « Je me pardonne d'abord. Et maintenant, je te choisis. Pas pour l'argent. Pas par culpabilité. Mais parce que j'en ai envie. » Il esquissa un sourire sincère et spontané. « Alors, on recommence. Pas de prix, cette fois. » Elle hocha la tête. Ils restèrent debout, main dans la main, tandis que les lumières de la ville clignotaient. Dans un monde qui avait autrefois évalué sa valeur en dollars, Amaka avait trouvé quelque chose d'inestimable. Dignité, guérison et amour, une histoire sans prix. Et tandis qu'ils rentraient à l'intérieur, côte à côte, ce n'était plus une histoire de honte ou de scandale. C'était une histoire de rédemption. Choisie, pas achetée.